Avez-vous déjà entendu un couple marié s'insulter en public ? L'épouse parle peut-être un peu trop longtemps avec une amie et son mari s'impatiente. Il lui reproche ses interminables jacasseries qui lui font perdre son temps et elle riposte par une attaque virulente au sujet de sa détestable habitude de travailler tard le soir. Il s'éloigne d'elle pour ne plus l'entendre alors qu'elle énumère tous ses défauts à son amie sans laisser le moindre doute sur le fait qu'elle n'a plus aucune estime pour lui, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que mari. Comme nous l'expliquera dans un instant le docteur Dobson, de telles scènes révèlent un problème profond dans un mariage. Alors restez à l'écoute de cette nouvelle émission de la famille aujourd'hui. Au micro, Pascal Bardet, bonjour et bienvenue à cette émission en compagnie de notre invité, le docteur Dobson, conseiller conjugal et familial. Docteur, la situation que je viens de décrire est malheureusement très courante de nos jours. De nombreux mariages sont instables et il semble parfois même que mari et femme se détestent presque l'un l'autre. Qu'est-ce qui peut bien pousser une relation à se détériorer au point où les époux en viennent à échanger des paroles aussi blessantes ? Le problème remonte à l'enfance, bien longtemps avant qu'un jeune homme et une jeune fille ne se retrouvent à l'église pour échanger leurs promesses de mariage. L'environnement culturel de la fille lui a enseigné indirectement que le mariage était une expérience romantique à long terme, qu'un mari devait être affectueux et qu'il était entièrement responsable du bonheur de son épouse, qu'une bonne relation entre les conjoints devrait suffire à satisfaire tous les besoins et les désirs, et que toute tristesse ou dépression qu'une femme pouvait ressentir était entièrement la faute de son mari. Tout au moins qu'il avait le pouvoir de l'éliminer s'il était suffisamment attentionné. En d'autres termes, de nombreuses femmes abordent la vie conjugale avec des attentes romantiques peu réalistes, qui ne peuvent pas manquer d'être déçues. Non seulement une telle conception du mariage prédispose l'épouse à la désillusion et à la révolte, mais elle soumet aussi le mari à une pression énorme, puisqu'il est tenu de faire l'impossible. Mais c'est presque comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant, qui ont été délivrés pour se marier avec un prince charmant qui les a comblés de bonheur. Je suis persuadée que bien des jeunes filles ont de telles attentes, mais sont-elles les seules à subir ce genre d'influence ? Malheureusement pas, Pascal. L'homme est aussi victime de certaines fausses conceptions durant ses années de formation. Peut-être par son père, il apprend que son unique responsabilité consiste à pourvoir aux besoins matériels de sa famille. On lui inculque qu'il doit se lancer dans les affaires ou dans une profession et réussir à tout prix pour gravir les échelons du succès et augmenter sans cesse son niveau de vie comme preuve de sa virilité. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit qu'il doit aussi soutenir sa femme sur le plan affectif. Il s'imagine que s'il règle les factures du ménage et qu'il est un mari fidèle, son épouse sera comblée. Il ne comprend tout simplement pas ce qu'elle attend de lui. Inévitablement, ces différentes manières de voir vont entrer en conflit durant les premières années du mariage. Prenons par exemple un jeune couple. Victor est en train de faire ses preuves dans le monde des affaires et pense que ses performances sont bien évidemment appréciées par sa jeune épouse à la maison. À sa grande surprise, non seulement Francine ne remarque pas ses succès, mais elle semble même en vouloir à ce travail qui la prive tellement de son mari. Il a beau lui répéter que c'est pour elle qu'il fait tout cela. Mais elle n'en est pas convaincue. Ces deux jeunes mariés ne sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et que risque-t-il de se passer dans leur relation ? Eh bien, cette incompréhension mutuelle va donner naissance à une colère profonde, intense chez Francine. Et Victor sera envahi par un dégoût croissant. L'épouse est persuadée que sa mauvaise estime de soi et son insatisfaction proviennent de l'incompétence de son mari dans le domaine sentimental. Chaque année qui passe augmente son hostilité et la rend un peu plus amère contre son mari. Elle lui en veut de se consacrer si peu à sa famille et l'attaque méchamment pour ce qu'elle considère comme une insulte de sa part et le traite de tous les noms d'oiseaux parce qu'il refuse de changer. Victor, quant à lui, n'est pas à même de satisfaire les besoins de son épouse. Avec son père, il n'a pas eu ce genre de modèle à la maison, et son tempérament masculin, son esprit compétitif, ne favorise pas les élans sentimentaux. À part cela, son travail lui prend toute l'énergie qui lui reste.
Il semble que ce couple se trouve dans une impasse totale. Mais après cela, comment se réconcilier? Mais disons qu'au cours des premières années, Victor a essayé de faire des efforts pour tenter de répondre aux attentes de Francine. À d'autres moments, il s'est mis en colère, et leurs frustrations ont éclaté en conflit ouvert. Et bien entendu, le lendemain, il était très malheureux de ce qui s'était passé. Mais petit à petit, sa personnalité a commencé de changer. Comme il déteste les conflits avec Francine, il a décidé de prendre ses distances pour éviter l'affrontement. Ce dont il a le plus besoin à la maison, comme la plupart des hommes, c'est de sa tranquillité. Il doit donc trouver des échappatoires. Il lit le journal, regarde la télévision, travaille dans son atelier, à son bureau, va voir un match, bref, il fait n'importe quoi pour ne pas se trouver sur le chemin de son épouse. Et comment réagit-elle à cela? Plutôt mal. C'est encore plus exaspérant de vivre avec quelqu'un qui ignore votre colère. Cela me paraît évident. J'imagine bien la situation. La voilà qui cherche désespérément l'attention de son mari, donnant libre cours à sa colère en soulignant tous ses défauts. Et lui, il se cache et se tait de plus en plus. Oui, c'est tout à fait cela, Pascal. C'est vraiment devenu un cercle vicieux. Plus elle manifeste son indignation contre son mari, plus il se détache d'elle et plus cela augmente son agressivité. Elle lui a déjà dit tout ce qu'elle avait sur le cœur et cela n'a rien changé. Elle se sent donc impuissante. Elle a l'impression de ne plus être respectée. Lui part au travail chaque matin, où il peut avoir des contacts avec ses collègues, alors qu'elle reste à la maison avec tous ses besoins émotionnels insatisfaits. Nous voilà donc arrivés à la situation que j'ai décrite en début d'émission. La femme se plaint auprès de quiconque veut bien l'entendre, et le mari essaie d'éviter tout affrontement. Oui, c'est bien cela. Lorsqu'une relation s'est autant dégradée, l'épouse utilise souvent des tactiques plutôt malheureuses. Elle commence à chercher des moyens de blesser son mari. Elle l'humilie devant ses collègues de travail, en racontant combien il est insupportable à la maison. Elle raconte à ses amis certaines choses à son sujet. Elle se refuse à lui sur le plan sexuel et sabote sa relation avec les enfants. Avec le temps, elle devient d'ailleurs toujours plus experte dans l'art de ce triste combat. Personne au monde ne pourrait blesser plus profondément Victor que ne le fait sa propre compagne. J'aimerais cependant préciser que je ne condamne pas cette femme. Elle a de bonnes raisons d'en vouloir à son mari. Il ne répond pas à ses besoins et il ne vit que pour son travail. Dans ce sens, il est certainement coupable. Dans mon livre intitulé « Dites-lui ce que toute femme aimerait dire à son mari », j'ai essayé d'expliquer le point de vue de la femme parce que je crois qu'il est important de le connaître pour mieux la comprendre. En effet. Mais qu'en est-il de Victor? N'aurait-il pas lui aussi de bonnes raisons de se plaindre? Bien sûr, Pascal. Il ne faut jamais écouter qu'un son de cloche. Victor a aussi le droit de s'exprimer. Francine a tort de penser que son bonheur ne dépend que de son mari. Personne ne peut s'attendre à être entièrement prise en charge par quelqu'un d'autre sur le plan émotionnel. Francine est la seule personne à pouvoir se rendre véritablement heureuse. Elle n'a pas le droit d'abandonner cette tâche à Victor. Dans un bon mariage, les besoins fondamentaux des deux époux seront satisfaits. Néanmoins, chaque conjoint devra développer sa propre identité, ses intérêts et ses amitiés de manière individuelle. Il existe un équilibre très délicat dans le couple. Une indépendance extrême est tout aussi destructrice pour la relation qu'une dépendance totale. À vous entendre, Francine devrait faire des efforts pour acquérir davantage de confiance en elle-même. Mais comment cette démarche va-t-elle améliorer la relation avec son mari? N'est-ce pas peine perdue? Permettez-moi de m'adresser directement et sans détour aux femmes qui se sont reconnues dans cette conversation. Avec tout le respect que je vous dois, ma tâche la plus difficile consiste à vous amener à reconnaître votre part de responsabilité dans ces difficultés. Les femmes en colère qui sont venues me trouver pour une consultation étaient en général tellement absorbées par le manque de respect et les défauts de leur mari qu'elles étaient incapables de reconnaître le rôle qu'elles avaient joué dans l'incapacité de leur mari à répondre à leurs besoins. Il était évident qu'elles l'avaient aidé à devenir ce qu'il est. Regardons peut-être les choses sous un autre angle. Des reproches continuels n'ont jamais rendu qui que ce soit plus aimable ou plus sensible. Vous ne pouvez pas démolir un homme et vous attendre ensuite à ce qu'il réponde à vos besoins émotionnels. Il n'a pas été créé pour cela. Au lieu d'attaquer un homme indifférent et de le faire fuir, il existe une méthode qui peut l'attirer vers vous. Il s'agit de ne plus faire pression sur lui.
de vous retirer un peu, d'éviter les accusations et les plaintes continuelles, de paraître avoir moins besoin de lui, de montrer que vous appréciez ce qu'il fait de bien et que vous trouvez agréable d'être avec lui. Une personne heureuse agit sur la personnalité humaine comme un véritable aimant qui attire les autres. C'est un type d'approche que vous avez déjà énoncé lors d'émissions précédentes. Si je ne m'abuse, ce principe consiste à ouvrir la porte de la cage pour que le conjoint ne se sente plus piégé. Oui, Pascal. Parfois, il est nécessaire de faire intervenir une sorte de défi dans la relation pour relancer la motivation d'un conjoint désintéressé. Et, à en croire la philosophie de la fermeté dans l'amour, un comportement paisible, rempli de confiance en soi, accompagné d'un zeste d'indépendance, est beaucoup plus efficace pour attirer l'attention qu'une agression frontale. Permettez-moi de vous poser une question intéressante. À votre avis, quel couple éprouvera le plus d'attirance physique l'un pour l'autre? Celui qui a une relation stable et constante, ou celui qui passe par des hauts et des bas? Celui qui est stable. Curieusement, ce sera plutôt le couple dont la relation varie de temps à autre. Les passions les plus grandes ne se retrouvent pas dans un mariage statique, caractérisé par un excès de familiarité, d'ouverture et de démystification. Selon Kinsey, le chercheur américain et spécialiste des comportements sexuels, la relation la plus saine dans un couple est celle qui respire, celle qui passe d'une période d'intimité et de tendresse très proche à une phase un peu plus distante, pour ensuite se rapprocher à nouveau. Ce genre de cycle réserve à chaque fois des retrouvailles passionnantes. Les couples qui travaillent ensemble ou qui passent leurs journées ensemble sont désavantagés si on les compare à des conjoints obligés par leur style de vie de se séparer brièvement pour se retrouver à nouveau. Victor et Francine devraient donc passer davantage de temps séparés l'un de l'autre pour ensuite mieux s'apprécier quand ils se retrouvent. Ah oui, c'est exact. Les individus qui talonnent sans arrêt leur conjoint pour en tirer toutes leurs raisons de vivre ne font qu'handicaper la relation. Ils empêchent cette respiration naturelle du couple qui s'avère tellement salutaire au cours des années. L'équipe de La Famille aujourd'hui s'efforce d'encourager et de favoriser des relations saines, que ce soit entre mari et femme, parents et enfants ou frères et sœurs. Voilà pourquoi nous réalisons ces émissions en espérant qu'elles vous auront apporté un nouvel espoir et de nouvelles perspectives pour votre vie de famille. Cette émission a été réalisée par La Famille aujourd'hui avec Urshkis Faloudi qui prêtait sa voix au Dr Dobson. Les éléments de cette conversation étaient tirés du livre Love Must Be Tough, que nous pourrions traduire par L'amour doit être ferme, publié par World Books. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous remercie d'être resté avec nous et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de La Famille aujourd'hui.